sait plus ou moins que ce que l'on croit. C'est en même temps plus ouvert et plus inhibé. Il n'y a que quand la mort a fait son œuvre que l'on conclut, oisivement, peureusement peut-être, à un changement dans l'action. Les êtres humains normaux croient être extraordinaires. Quelques génies savent qu'ils sont exemplaires. On regarde encore la porte par laquelle ils sont sortis longtemps après leur départ. L'éblouissement de leur aura nous rendra quelque temps aveugles. On ne voit pas de raison générale suffisamment valable pour qu'une mort particulière cesse d'être l'image de la mort en général, symbole de l'effritement inexorable des forces vives à l'épreuve du quotidien. Naturellement, la période d'obscurantisme que nous traversons est telle que le recours à de vieilles consolations dédaignées de nos pères s'impose. C'est notre propre peur que nous tentons d'apprivoiser. C'est que, sous la dictée de la douleur, nous oublions momentanément l'essentiel, la foi en l'éphémère, l'angoisse devant disparaître au fur et à mesure que notre pouvoir d'accaparement s'estompe. C'est effectivement effrayant, mais n'allons-nous pas perdre une bonne fois pour toutes toute estime de l'autre, ce qui nous mènerait effectivement à la chosification, qui est le fait de ne plus pouvoir établir son rapport à l'autre qu'en le privant de ses particularités. Et c'est un crime que la mémoire parfois commet, ou bien en le dotant d'un héroïsme aussi usurpé que notre regard, désormais, est incohérent et injuste. Parfois, aux temps anciens, on bannissait des femmes et des hommes, et même après leur mort, leur existence non plus n'avait plus droit de mention. Alors bien sûr, on peut considérer exclusivement la peur de la perte. Mais il y a aussi celle du gain. Cela arrive nécessairement. Nous avons tous vu dans des jeux télévisés certains candidats rater lamentablement une fois arrivés à la dernière épreuve. Est-ce d'après vous faute de confiance en soi? Je crois en l'impossibilité de se projeter dans le futur, dépourvu de l'impulsion fournie par un regard inédit. On pourrait évidemment établir des correspondances avec le lien fantasmatique unissant un individu à sa famille, laquelle est naturellement distendue et en forme de ligne brisée par le fait qu'un individu lambda tentera toute sa vie de recréer de tels liens. Ces liens sont illusoires, ce qui ne leur enlève pas leur part de réalité, car ce sont les actions des hommes qui les unissent au monde, et pas la chère blessure, héritage d'un 19e siècle castrateur, qui ne pourrait créer qu'un lien masochiste dans sa quintessence. Siècle qui pourrait expliquer Vichy ou la colonisation. Je ne sais pas. Je ne tiens pas ma conscience des statistiques ou de l'histoire. Je cherche, peut-être en philosophe, le cochon concret dont parlait Gombrowicz. Je préfère croire au manquement à l'atavisme, à tout ce qui fait de nous des personnes capables d'échapper à leur conditionnement. Ne m'intéressent que les mentions marginales, surtout quand on est arrivé à se figurer que ce n'était pas que des histoires humaines. Bâtissons un scénario improbable, quoique pas entièrement impossible. Une personne occupe un appartement. Elle a exactement la même apparence physique que la personne qui l'occupait précédemment, cette personne étant morte. Qu'est-ce qui empêche des gens de sa famille de croire à l'irruption de son fantôme lorsqu'elle passe dans la rue? Où est la certitude? Avoir confiance en elle, n'est-ce pas retrouver l'éphémère et sa joie gratuite, sans rentabilité directe? Tant que les regrets et le remords seront sur nos épaules comme une chimère, rien de ce que j'imagine ne pourra se concevoir. Ce qui m'intéresse est d'inscrire la communication humaine dans une suite de cicatrisation. Rien n'est à empêcher à ce stade.